Bonjour à tous et bienvenue pour le premier talk show de l'écho sur Bilan Télé. Alors aujourd'hui, pour cette première émission interactive, vous pouvez nous poser des questions via Twitter, sur notre page Facebook ou sur notre page LinkedIn, sur Twitter avec le hashtag BilanTalk. Nous allons nous intéresser à la finance de l'ombre, shadow banking, avec Mireille Zaki, rédactrice en chef de Bilan, qui vient de signer La finance de l'ombre a pris le contrôle, un ouvrage qu'elle a coécrit avec Dominique Morisot. Et on va avoir un contradicteur en la personne de Gilles Corbel, Bonjour. Spécialiste des produits structurés auprès de la BCV, mais qui s'exprime à titre personnel aujourd'hui. Alors, Mirette, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette finance de l'ombre qui a pris, d'après toi, le pouvoir ? Alors, la finance de l'ombre, c'est toutes les activités qui sont faites par des institutions non bancaires, des acteurs non bancaires, et c'est principalement du crédit. Aujourd'hui, on a 80 000 milliards de dollars, à peu près, de crédits ou de financements qui sont effectués par des acteurs qui sont en dehors du système bancaire, comme des fonds d'investissement, des fonds spéculatifs, même des sociétés de leasing, des firmes d'hypothèques. Toute cette nébuleuse de prêteurs le font directement auprès d'entreprises qui sont parfois moyennement solvables ou très peu solvables. Mais alors, ces acteurs nouveaux, qu'est-ce qu'ils amènent comme comportement différent sur ce marché par rapport aux acteurs traditionnels, aux banques notamment ? Alors que les banques ont eu des restrictions de plus en plus grandes en termes de couverture en fonds propres pour les crédits octroyés, surtout depuis 2008, il y a eu ce grand serrement de vis réglementaire, ces acteurs-là s'émancipent en fait de toutes ces règles. En fait, ils prêtent de gré à gré, c'est-à-dire de particulier à particulier, d'entreprise à entreprise. C'est des prêts qui sont peu ou pas provisionnés en général. Il n'y a pas du tout les mêmes garanties que dans le secteur bancaire. Et donc, pour moi, ça pose un risque systémique clair. Si tout d'un coup, les taux d'intérêt remontaient ou s'il y avait des faillites en série, eh ben, qui va garantir la solvabilité de ces acteurs qui ne sont pas soumis aux lois bancaires qui permettent aussi à l'État de venir sauver le système? Ici, on n'est pas dans ce paradigme, on est en dehors. Alors Gilles, justement, vous êtes issu du monde bancaire, ces nouveaux acteurs, est-ce que vous les voyez comme des concurrents, des compléments, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Alors peut-être une première précision, c'est que il me semble que le terme de shadow banking ou finance parallèle ou finance de l'ombre dessert une activité fonctionnelle de l'économie. C'est un terme qui est apparu, c'est Paul McScully qui avait sorti le terme de shadow banking en 2008, on était en pleine crise des subprimes, on faisait référence à tous les produits de titrisation de prêts bancaires qui avaient été sortis à la demande de la réglementation de 1988 avec les ratios de premier BAL 1, de ratio Cook. Donc on était dans ce monde où les produits étaient sortis des bilans bancaires, et puis c'est vrai que le terme shadow, ça voulait dire c'était hors bilan, donc c'était quand même de la finance, ça s'apparentait de la finance, c'était un petit peu de la finance Canada Dry, et puis on a utilisé ce terme. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que ce terme, il va un petit peu jeter l'opprobre sur une fonction importante de l'économie qui est finalement quelle est la fonction d'un système économique, c'est d'assurer la répartition des ressources à travers le temps, à travers la géographie et dans un univers incertain. Alors dans cet univers, traditionnellement, l'approche institutionnelle, c'est le monde bancaire, et à côté du monde bancaire, il y a une autre finance, qu'on appellera finance parallèle, qui existe et qui répond à d'autres demandes auxquelles les banques ne répondent pas. Je vous donne un exemple. Si on regarde le financement des entreprises aux États-Unis, depuis 2008, la part bancaire de ce financement c'est pas mal réduit. On dit 6%. Oui, les 3/4 des financements d'entreprises sont assurés par le marché des capitaux aujourd'hui. Voilà, alors les marchés des capitaux, mais quand vous êtes une jeune entreprise, vous n'avez pas accès à la bourse. Pas tout de suite. Vous n'avez pas accès au marché obligataire parce qu'il faut emprunter beaucoup d'argent, au moins 100 millions. Vous n'avez pas accès à certaines banques qui, en raison de la réglementation, va peut-être vous demander des taux d'intérêt très élevés. Vers qui vous vous adressez ? Toutes ces banques, toutes ces sociétés qu'on a vues fleurir et qu'on voit fleurir depuis les années, on va dire 2010, donc post-crise, et il y en a dans le domaine du Web 2.0, il y en a des énormes, vers qui elles se sont adressées ? Vers quelque chose d'autre. Donc cette finance parallèle, ces fonds souverains d'ailleurs, autres que les banques. Et quelque part, heureusement que ce financement existe,
Parce que sinon, ces sociétés n'existeraient pas. Justement. Mais c'est le fait que ces sociétés, ces autres financeurs ne soient pas soumis aux mêmes règles. Est-ce que ça n'entraîne pas une distorsion de la concurrence? Mais Oui. alors, les règles sont différentes parce que les marchés sont différents. Quand vous êtes une banque, vous avez accès, vous avez un peu la protection d'une autre banque qui est la Banque centrale. Et puis, le fait d'avoir le droit de collecter de l'épargne, des dépôts, vous donne implicitement une facilité, et on l'a vu pendant la crise, d'être refinancé par ces banques. Je vais vous prendre un exemple, peut-être pour donner un élément très concret. Vous avez General Motors, qui a créé, on va dire dans les années 80, une société de financement de leasing, qui s'appelait GMAC. Donc GMAC a fait des prêts pour du financement de leasing de voitures, des prêts hypothécaires. Et bien GMAC, le 24 décembre 2008, la date est intéressante, a été transformé en holding bancaire pour être sauvé de la faillite. Il y avait à peu près 16 milliards d'ardoises pour pouvoir profiter du plan Paulson qui permettait à la Fed de renflouer ce genre de société qui était déjà de la finance parallèle, qui finançait les achats de voitures du groupe General Motors, qui rend des services, on va dire, à beaucoup de gens. Des gens faisaient, on va dire, les consommateurs faisaient appel à la finance parallèle, peut-être, comme M. Jourdain, sans le savoir. Et puis pourtant, il y avait des organismes bancaires qui faisaient des leasings. Donc, ces deux mondes coexistent. Justement, le jour où il y a une crise, est-ce qu'on va transformer tous ces grands fonds Blackstone, Vanguard, Citadel, BlackRock en holding bancaire et on va essayer de transformer 80 000 milliards de dettes peu solvables et on va essayer de refinancer ça? Alors la question, c'est de savoir, les banques ont une chance, c'est de pouvoir faire une sorte de création monétaire scripturale. Donc, comme vous l'avez dit, elles empruntent, elles ont un certain capital, et sur ce capital, elles peuvent prêter plus, puis elles font de la transformation d'échéance. Donc elles font déjà utilisation d'un certain levier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les réglemente, et puis l'esprit de la réglementation, c'est de protéger les déposants. Pourquoi? Parce que un pays, une économie, sa première fonction, c'est d'avoir une monnaie. Cette monnaie lui permet d'échanger des services. Et puis quand il y a un excès de monnaie, il y a de l'épargne, cette épargne, il faut le placer dans un endroit réputé sans risque. Et puis pour le moment, pour la plupart des gens, les banques sont un petit peu ce placement sans risque à travers les dépôts. Alors justement, et ça, c'est le point clé. Alors justement, Mirette, quand on voit un exemple dans l'actualité cette semaine, avec l'annonce que l'Arabie Saoudite va créer un fonds souverain qui devrait être doté de 2000 milliards de dollars. Oui. Est-ce que l'investissement permis par ce fonds souverain ne vient pas permettre de relancer un petit peu les investissements et l'économie sans risque pour les épargnants de banques, justement? Est-ce que c'est sans risque? Parce que tous ces gros fonds, y compris les fonds souverains qui mettent énormément d'argent, par exemple dans des obligations d'entreprise, vont favoriser les émissions de nouvelles dettes d'entreprise, peu ou pas solvables. Enfin, maintenant, sur le marché, on a beaucoup de high yield, c'est-à-dire d'entreprises à solvabilité très médiocre, qui se financent parce que ce système existe. Le jour où les taux d'intérêt montent, qu'est-ce qui se passe? Où sont les fonds propres? Qui va recapitaliser tout ça? On n'en a aucune idée. Alors, moi, j'aurais une chose à dire. Le risque systémique, il est là, et le système en fabrique toujours, et de manière accélérée par rapport à 2008. Alors, si je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, je vais dire une réponse très simple. La capacité d'absorption de la perte, elle est différente entre une banque et un fonds souverain. Le fonds souverain, il va jouer l'argent, entre guillemets, il va investir, c'est peut-être pas le bon terme, il va investir l'argent qui lui appartient. Et il va perdre, on va dire, la monnaie pleine. C'est la monnaie qu'il détient. Si demain, ce fonds, le jour où il existera, investit très mal ces deux trilliards de dollars, eh bien, il restera encore d'argent dans l'Arabie Saoudite, mais il y aura de l'argent qui aura été perdu. Mais est-ce que pour autant, le système bancaire aura été impacté? Je doute, parce que cet argent, il existe, il n'a pas été créé. Des fonds qui allaient très mal en 2008, comme les fonds hedge funds de Bear Stearns, le fonds Carlyle, Dylan Reed de UBS. Mais prenons le fonds Carlyle. Mais le fonds Carlyle, il a fait du levier. Il a fait du levier et il n'empruntait pas. Il empruntait sur, grosso modo, sa capacité d'emprunt, c'était de convaincre une banque, qui était Bear Stearns, de dire je vais réinvestir dans certains produits financiers que la même banque originait, si vous voulez, mais elle ne pouvait pas le mettre sur son bilan. Donc c'était une façon de Aujourd'hui, on a beaucoup de fonds qui ont beaucoup de leviers. Il y avait un arbitrage réglementaire. Là, clairement, la crise de 2008, les subprimes en général, ont bénéficié, on va dire, de cet arbitrage réglementaire que permettait la titrisation, qui était de sortir la créance du bilan de la banque. L'erreur
mais qui a été corrigé depuis par la législation, c'était de ne pas réglementer ces sociétés qui étaient à côté, qui accompagnaient les banques, qui permettaient de elles contourner. sont toujours pas réglementées. Hein. Alors, il y a quand même aujourd'hui, les moyens de pouvoir contourner les bilans des banques et la réglementation bancaire sont même démultipliés. Alors, Dodd-Frank a un petit peu... Et les véhicules et les types d'intermédiaires aussi, parce que vous avez les brokers-dealers, les négociants, les courtiers, oui, mais il y a quand même une loi... les firmes de capital private equity. Exact, mais la loi Dodd-Frank a quand même mis une limite en termes de quantité. C'est-à-dire qu'une banque aujourd'hui, pour détenir des parts d'un fonds spéculatif, il y a des limites de capacité. Il y a des limites, il y a des caps. Alors qu'avant, pour les banques, on parle vraiment des banques. Les banques. On parle des banques. Pas si demain vous avez un fonds qui arrive à convaincre une banque de lui prêter plus d'argent que ses fonds propres, eh bien, c'est pas impossible. C'est pas impossible que ce fonds fasse faillite. C'est pas du tout impossible. Mais est-ce que, pour autant, cette banque sera impactée? Est-ce qu'elle n'aura pas les fonds propres nécessaires pour assumer cette perte inattendue? Parce que c'est à ça que servent les fonds propres d'une banque, c'est de couvrir les pertes inattendues. Non, est-ce que l'apparition ou la montée en puissance, en tout cas, de ces autres formes de financement n'entraîne pas une plus grande instabilité, puisqu'ils n'ont pas les mêmes comptes à rendre à leurs clients que les banques? Oui. Alors j'allais dire qu'ils ont encore plus de comptes à rendre, puisque grosso modo c'est leur propre argent. Donc c'est l'argent des investisseurs. Alors ce sont l'argent des investisseurs, mais c'est aussi de la dette. Oui, alors donc, ils n'ont pas besoin de banque pour prendre de la dette. Peut-être qu'on devrait préciser. Ils prennent de la dette sur le marché des capitaux, les marchés à court terme, le marché des repurchases. Ils se refinancent. Ils se refinancent, donc ils n'ont même plus besoin de crédit bancaire. Alors si, parce que vous ne pouvez pas comme ça aller chercher de l'argent quelque part. Soit vous allez émettre un fonds ou une société qui va émettre des actions, et puis ces actions, il y a bien des gens qui vont devoir les acheter, et en échange, vous allez avoir une rémunération pour ces actions, ces parts de dette de fonds. Puis la rémunération, comment elle va se faire? Elle va se faire soit en faisant des investissements privés, et puis en espérant qu'on va faire du private equity, puis on va gagner sur la valeur de l'entreprise, ou soit en finançant des lignes de crédit sur des entreprises. Je vais vous citer une petite anecdote du monde réel. Un exemple tiré de The Economist qui relatait l'exemple suivant. C'est une société, un brasseur anglais créé en 1777 qui s'était, à travers toute son histoire, que refinancé à travers une ligne de crédit bancaire. En 2010, la surprise de ses dirigeants fut que sa banque de référence, qui était RBS, Royal Bank of Scotland, lui n'a pas renouvelé automatiquement la ligne de crédit et l'a fait à un taux très élevé. Eh bien, les dirigeants se sont dirigés vers la finance parallèle, vers un fonds qui appartenait à Prudential, donc une assurance. Et une partie du financement s'est fait, on va dire, moitié-moitié. Donc répartition des risques entre la finance traditionnelle bancaire et la finance parallèle. Donc, vous voyez, j'aimerais bien réunir les deux mondes plutôt que les opposer. Là, moi, je pense qu'aujourd'hui, la finance de l'ombre, elle fonctionne par elle-même très largement en dehors du système bancaire, puisque ces marchés du refinancement ne sont pas en fait dépendants des banques. Vous mettez un collatéral, c'est-à-dire un gage, et vous obtenez du crédit. Tout ce qui est investi aujourd'hui est pratiquement emprunté à cause des taux 0%. C'est pour ça que la question des taux d'intérêt est très importante, parce que c'est eux qui génèrent ou pas la masse de shadow banking, en fait, de dettes non provisionnées. C'est la motivation. Et ça, on n'a pas vraiment de réponse. Mais regardez, si aujourd'hui, en Suisse, on risque. Mais si demain, regardez, peut-être, si demain, on est dans un monde de taux d'intérêt négatif, si demain, tout un chacun en Suisse était soumis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas pour les particuliers, au taux d'intérêt négatif, est-ce que vous n'avez pas la tentation très grande de vous dire, en tant qu'individu, je me mets avec mon voisin, mon troisième voisin, et puis j'achète. Le shadow banking va augmenter. Alors le shadow banking va augmenter. Il va augmenter, ça c'est inévitable, malheureusement. Est-ce que ça sera vraiment un mal plutôt que payer intérêt? Voilà. Je ne sais pas. Ça ne sera pas un mal à condition que les taux ne remontent jamais. Pardon Mathieu, je vous l'accorde. Les taux ne peuvent jamais remonter. Ça nous ramène à la question d'un internaute. On a Adrien Évrard. Je vous rappelle que l'émission est connectée. Vous pouvez nous poser vos questions par Twitter avec le hashtag BilanTalk, également sur la page Facebook de Bilan et sur la page LinkedIn de Bilan. Donc Adrien Évrard nous demande en quoi ces acteurs shadow sont-ils plus dangereux quand on voit les dégâts faits par les banquiers classiques en 2008. Mais tout a été fait depuis 2008 pour que les banques puissent couvrir en tout temps une énorme partie de leurs pertes, en tout cas de marché. À moins qu'elles perdent vraiment tout ce qu'elles ont investi, les fonds propres aujourd'hui réglementaires qu'elles ont doivent couvrir ça. Dans le shadow banking, on n'a pas ces fonds propres. On est sans filet, en gros. Oui, c'est les investisseurs et les véhicules eux-mêmes qui peuvent connaître vraiment un effondrement qui causerait un gel des marchés financiers potentiel. Ce n'est pas du tout à exclure. Je dirais qu'il y a un leurre. Le leurre est de croire que la réglementation va éviter les crises.
Ça, c'est un leurre, ou c'est peut-être un Là-dessus, fantasme on tombe d'accord. C'est peut-être un fantasme. Est-ce qu'aujourd'hui, où on peut peut-être s'inquiéter sur la partie finance parallèle, c'est qu'il y a de très bons côtés, puis comme toujours, il y a un arbre qui peut cacher une forêt. La forêt est assez saine, et puis il y a certains arbres qui sont un petit peu moins sains, et qui font que peut-être aussi sur ce sujet, politiciens et économistes se rejoignent. C'est suffisamment rare pour pouvoir le souligner, mais une fois de plus, je ne jetterai pas l'opprobre sur la finance parallèle, parce que fonctionnellement, en termes de services qu'elle rend, elle complète les marchés, elle complète l'offre, une fois de plus, elle complète l'offre traditionnelle des banques. Aujourd'hui, en tant qu'individu, vous êtes ravi de pouvoir aller emprunter pour acheter votre maison auprès d'une banque, et puis pas seulement d'emprunter auprès d'une banque, mais d'avoir le conseil de la banque qui vous dira ce prix est juste, ce prix n'est pas juste par rapport au marché. Vous êtes content d'avoir ce service, comme vous serez très content peut-être pour le financement de vos fonds propres, d'avoir un groupement d'amis, et puis vous aurez j'essaie de faire les deux mondes, et bien vous aurez une partie peut-être de fonds propres qui sera financée en finance parallèle, familiale. C'est un système qui va par beau temps. La finance de l'ombre, c'est un système qui va par beau temps. On a utilisé le terme d'opprobre parce qu'on reste sur ce terme de finance de l'ombre, de shadow banking. Oui. Et peut-être qu'il y a aussi une question de sémantique à requalifier, à renommer. Oui. Et peut-être que dans le prochain rapport, Mirette, il y a peut-être justement cette thématique qui va changer. Le secteur bancaire ou le secteur financier en général a protesté auprès du G20 qui, dans le Conseil de stabilité, l'appelle la finance shadow banking, et qu'il y a des demandes du secteur financier de le renommer la finance basée sur le marché. Mais à juste titre. Mais j'aime bien aussi l'idée d'évoquer que c'est dans l'ombre, parce qu'au niveau réglementaire, on est dans une relative opacité, puisqu'on inclut aussi les dark pools, mais peut-être qu'on ne va pas s'attarder dessus, mais il y a beaucoup d'obscurité dans ce système. Ce serait un autre débat sans doute tout aussi intéressant. En attendant, avant que le shadow banking ne disparaisse du vocabulaire, je vous encourage encore à lire l'ouvrage de Mirette Zaki avec Dominique Morisot. Merci encore Gilles de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Mon souhait sera que le jour où elle sortira de l'ombre, elle sera en plein soleil. Voilà. Merci encore et à très bientôt pour un autre talk show de l'éco.